Antoine, un mécanicien dévoué, était sur le point de tout perdre à cause d'une voiture que personne n'arrivait à réparer. Mais, lors d'une nuit pluvieuse, en ouvrant les portes de son garage à un sans-abri inconnu, il ne se doutait pas qu'il allait retrouver quelqu'un qui avait disparu de sa vie depuis 20 ans, et que cette rencontre allait bouleverser son histoire, et celle de bien d'autres, à jamais. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Antoine Lefèvre essuya la sueur de son front avec le revers de sa main couverte de graisse. Il était presque 20 heures et le Mercedes-Benz GLE 450 restait là, obstiné, refusant de démarrer correctement. Il avait déjà remplacé les capteurs, vérifié le système électronique, testé chaque composant du moteur. Rien à faire. Le problème persistait, tel un fantôme insaisissable. Le garage était silencieux. Ses 3 employés étaient partis depuis des heures. Antoine jeta un nouveau regard à la voiture et sentit le poids de la responsabilité lui comprimer la poitrine. Ce véhicule appartenait à la flotte de Delaunay Logistics, l'une des plus grandes entreprises de transport privé de la région. Le contrat avec eux représentait 40% du chiffre d'affaires mensuel de l'atelier. Perdre ce client signifierait licencier du personnel, accumuler des retards de paiement, peut-être même fermer boutique. Il attrapa son téléphone et consulta les messages non lus d'Arnaud Delaunay, le directeur de l'entreprise. Tous étaient sur le même ton, à la fois menaçant et impatient. Le dernier disait « Lefèvre, si ma voiture n'est pas prête demain à 9 heures, considérez notre contrat comme rompu. J'ai d'autres prestataires qui attendent. » Antoine poussa un long soupir. Il était fier de son garage. Il l'avait bâti de ses propres mains, après des années à travailler pour les autres. Chaque outil, chaque machine, chaque client acquis représentait du labeur et de la persévérance. Et maintenant, face à cet obstacle insoluble, il se sentait petit, impuissant. Un coup de tonnerre retentit au dehors. La pluie s'intensifiait, frappant violemment le toit en tôle. Antoine se dirigea vers la porte pour la fermer, et c'est alors qu'il l'aperçut de nouveau. L'homme était là, de l'autre côté de la rue, sous l'auvent d'une boutique fermée. Le même sans-abri qu'il remarquait depuis quelques mois, toujours à observer les allées et venues du garage, avec des yeux curieux et attentifs. Il devait avoir une 60aine d'années, les cheveux et la barbe longs et gris, des vêtements en lambeaux, sales. Il portait 2 sacs plastiques contenant tous ses effets. Même à distance, Antoine percevait quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas ce regard vide qu'il voyait souvent chez les personnes à la rue. C'était un regard lucide, presque analytique. La pluie redoubla d'intensité. Le vent projetait l'eau sous l'auvent, détrempant le vieil homme. Il tentait de se protéger, mais il était clair qu'il passerait la nuit transie de froid. Antoine resta un moment à l'observer, tiraillé entre ses propres soucis et la détresse de cet inconnu. « Merde !» murmura-t-il pour lui-même. Il traversa la rue en courant, déjà trempé. À son approche, l'homme recula instinctivement, sur la défensive. « Du calme !» dit Antoine en levant les mains. « Je ne vais rien te faire, je veux juste t'aider. Cette tempête va durer toute la nuit. Tu peux dormir au garage, d'accord? Il y a des toilettes, de l'eau, et je peux laisser le chauffage allumé. » L'homme le regarda avec méfiance, mais aussi avec étonnement. « Pourquoi tu ferais ça ?» Sa voix était rauque, comme si elle n'avait pas servi depuis longtemps. « Parce qu'il pleut et qu'il fait froid, parce que tu es un être humain et que tu mérites un endroit sec pour dormir. Pas besoin de plus de raisons que ça. » L'homme hésita, mais un nouveau coup de tonnerre accompagné d'une rafale le convainquit. Il hocha lentement la tête et suivit Antoine jusqu'au garage. À l'intérieur, Antoine lui montra les toilettes au fond et sortit quelques vieilles serviettes d'un placard. « Tu peux prendre une douche, si tu veux. Il me reste un plat du déjeuner. Je peux le réchauffer pour toi. »« Merci, » murmura l'homme. Pendant que le sans-abri se dirigeait vers la salle de bain, Antoine retourna à la Mercedes.
Il ouvrit de nouveau le capot, regarda le moteur avec frustration. Il ne lui restait que quelques heures avant l'aube pour découvrir ce qui n'allait pas. Il réchauffa le repas au micro-ondes et le laissa sur l'établi, accompagné d'un verre d'eau. Lorsque l'homme ressortit, il était un peu plus propre. Il mangea en silence, mais Antoine remarqua qu'il observait tout autour de lui, surtout la Mercedes. « Tu peux dormir dans ce coin-là », dit Antoine en désignant un espace où s'entassaient des tapis en caoutchouc. « Ce n'est pas très confortable, mais c'est sec et chauffé. »« C'est déjà plus que ce que je mérite, » répondit l'homme avec une tristesse profonde dans la voix. Antoine se remit au travail, prêt à passer la nuit s'il le fallait. Il rebrancha l'ordinateur de diagnostic, revérifia chaque code d'erreur, chaque hypothèse. Le sans-abri s'allongea dans un coin, mais Antoine remarqua qu'il ne dormait pas. Ses yeux restaient ouverts, fixés au plafond, comme chargés de pensées trop lourdes pour trouver le sommeil. Les heures passèrent. La pluie ne faiblissait pas. Antoine testa le système d'injection, la centrale électronique, même les pannes les plus improbables. Rien. À chaque échec, son angoisse grandissait. Il pensa à sa femme, Claire, et à leurs 2 enfants, aux factures, aux employés qui comptèrent sur lui, à tout ce qu'il avait construit et qui menaçait de s'effondrer à cause d'une panne incompréhensible. Vers 3 heures du matin, Antoine abandonna. Il s'assit par terre, adossé au mur, et ferma les yeux. Il était à bout. Demain, il devrait faire face à Arnaud Delaunay et reconnaître sa défaite. De l'autre côté de l'atelier, le sans-abri restait éveillé, silencieux. Ses yeux étaient maintenant fixés sur la Mercedes, avec une expression qu'Antoine n'eut pas le temps de décrypter avant de sombrer dans le sommeil. C'était de la connaissance, de la reconnaissance, de la mémoire. La tempête dehors commençait à s'apaiser, mais à l'intérieur de ce garage, une autre tempête ne faisait que commencer. Une tempête qui allait révéler l'impossible. Antoine se réveilla au son de voix élevées. Encore désorienté, il lui fallut quelques secondes pour se rappeler où il était. La lumière du jour entrait par les fenêtres du garage, et l'horloge murale indiquait 8h45. Il avait dormi moins de 4 heures. Il se leva brusquement en reconnaissant l'une des voix. Arnaud Delaunay était déjà là, accompagné de 2 hommes en costume. Delaunay, la cinquantaine, grand, les cheveux sombres gominés en arrière, arborait un regard perpétuellement agacé. Il portait un costume hors de prix et dégageait une arrogance qui remplissait la pièce. Enfin réveillé, Lefebvre, lança Delaunay avec sarcasme. Quel professionnalisme exemplaire! Dormir par terre dans son propre atelier pendant que mon véhicule reste en panne. Antoine tenta de se ressaisir, passant ses mains sur son visage. « Monsieur Delaunay, j'ai travaillé toute la nuit sur la voiture. Le problème est plus complexe que... » « Je ne veux pas de vos excuses, » coupa Delaunay, sa voix résonnant dans tout l'atelier. « Vous avez eu suffisamment de temps. 3 semaines, Lefebvre. 3 semaines pour résoudre quelque chose qu'un mécanicien compétent aurait réglé en quelques jours. Manifestement, vous n'êtes pas à la hauteur. » Les employés d'Antoine arrivaient. Thomas, le plus ancien de l'équipe, et les jeunes apprentis, Marc et Sophie, restèrent figés à l'entrée, gênés par la scène. Dans un coin de l'atelier, le sans-abri était assis, observant tout en silence. « Je peux régler ça, » dit Antoine, tentant de rester calme. « Donnez-moi encore quelques heures, et je... »« Encore quelques heures ?» ricana Delaunay. « Vous avez déjà eu toutes les heures possibles. Regardez-vous, Lefebvre, allongé par terre, couvert de cambouis, avec un clochard dans votre garage. C'est devenu un centre d'hébergement, ici. Comment voulez-vous que je confie ma flotte à un homme comme vous ?» Le sang monta à la tête d'Antoine. Il était épuisé, frustré, humilié devant ses employés. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix rauque traversa la pièce. « Le problème vient du module de contrôle du système de réduction catalytique sélective. » Tous se tournèrent. Le sans-abri s'était levé,
et marchait lentement vers la Mercedes. Ses gestes étaient prudents, mais sa posture avait changé. Plus droite, plus assurée. « C'est quoi ça ?» lança Delaunay avec dédain. « Qui a laissé entrer ce type ici ?» Le sans-abri ignora complètement Delaunay et s'adressa directement à Antoine. « Vous avez vérifié la sonde Enox, mais vous n'avez pas envisagé un dysfonctionnement dans la communication entre le module AdBlue et le calculateur principal. C'est une panne connue sur ce modèle précis, surtout sur les unités fabriquées entre septembre et décembre 2021. Le code d'erreur générique masque le vrai problème. » Antoine resta figé. Les mots étaient techniques, précis, et décrivaient exactement un aspect qu'il n'avait pas envisagé. Comment cet homme pouvait-il savoir cela? Contrôler le faisceau électrique au niveau du connecteur JK47, poursuivit le sans-abri, sa voix plus assurée. Il y a sûrement un court-circuit intermittent qui fait basculer le système en mode sécurité. Dans ce cas, le moteur limite sa puissance pour protéger le catalyseur, remplacer le faisceau et reprogrammer le module. Elle démarrera parfaitement. Le silence qui suivit était lourd. Delaunay regardait l'homme avec un mélange d'incompréhension et de colère. Thomas et les autres employés étaient bouche bée. Antoine, lui, ne pouvait détacher son regard du sans-abri. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux bleus, une mémoire lointaine. « Vous avez entendu ?» s'exclama Delaunay à l'adresse d'Antoine. « Maintenant, vous prenez les conseils d'un clochard? C'est pathétique. Avec tout le respect, je suis ingénieur mécanicien diplômé de l'École centrale de Paris. J'ai travaillé 15 ans chez Mercedes-Benz en tant qu'ingénieur principal en développement moteur. Je sais exactement de quoi je parle. Ce fut comme une bombe. » Delaunay resta la bouche ouverte, incapable de prononcer un mot. Quelque chose remua en Antoine. Cette voix, cette manière de parler, cette expertise. « Fais ce qu'il dit, » dit Antoine enfin, retrouvant sa voix. « Thomas, viens m'aider. » Pendant l'heure qui suivit, Antoine et Thomas suivirent à la lettre les indications du sans-abri. Ils trouvèrent le faisceau endommagé exactement là où il l'avait dit. Ils remplacèrent la pièce, reprogrammèrent le module. Au moment de démarrer le moteur, celui-ci ronronna parfaitement, puissant, fluide, plus aucun message d'erreur. Delaunay était abasourdi. Il fit quelques tests, accéléra, vérifia le tableau de bord. Tout fonctionnait impeccablement. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-il à Antoine, mais son ton n'était plus arrogant. C'était de la pure perplexité. Antoine ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur le sans-abri, qui commençait à s'éloigner vers la porte. Quelque chose s'emboîta dans son esprit. Un souvenir vieux de plus de 20 ans. Un homme grand, avec des lunettes, toujours les mains pleines de cambouis, expliquant les moteurs avec cette même passion, cette même maîtrise technique. « Papa ?» souffla-t-il. Le sans-abri s'arrêta. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Lentement, il se retourna. Des larmes coulaient déjà sur son visage, marqué par les années et la rue. « Antoine !» dit Jean-Luc Lefebvre, d'une voix brisée. « Mon fils. » Le temps sembla s'arrêter. Sophie laissa tomber un outil qui résonna sur le sol. Thomas porta la main à sa bouche. Delaunay restait figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Antoine traversa l'atelier en 3 pas rapides, mais à son approche, Jean-Luc recula. « Non, » dit-il en levant les mains. « Je ne le mérite pas. Je vous ai abandonné, ta mère et toi. Papa, où étais-tu? Pourquoi? » « Je ne peux pas, » dit Jean-Luc, attrapant ses sacs en plastique d'un geste tremblant. « Je ne suis pas digne de toi. Pas après tout ce que j'ai fait. »« Attends !» Antoine tenta de lui saisir le bras, mais Jean-Luc fut plus rapide. « Tu es devenu un homme bien, Antoine. Un meilleur mécanicien que je ne l'ai jamais été. Tu as un bel atelier. Prends soin de ton équipe. Ils te respectent. » Et avant qu'Antoine ne puisse ajouter un mot,
Jean-Luc Lefebvre franchit la porte et disparut dans la rue animée, avalé par la foule, tel un fantôme qui n'avait jamais existé. Les jours qui suivirent furent parmi les plus étranges de la vie d'Antoine. Delaunay décida de maintenir le contrat, impressionné non seulement par la réparation technique, mais aussi par l'histoire incroyable à laquelle il avait assisté. La nouvelle se répandit rapidement. Le garage acquit une réputation inattendue, et de nouveaux clients commencèrent à affluer. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour Antoine. Chaque soir, après la fermeture, il arpentait les rues à la recherche de son père. Il visita des centres d'hébergement, parla à des travailleurs sociaux, montra de vieilles photos à d'autres sans-abri. Rien. Jean-Luc Lefebvre avait de nouveau disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Une nuit froide d'hiver, Claire, sa femme, lui prit la main alors qu'ils étaient assis sur le canapé du salon. « Tu dois comprendre qu'il ne veut peut-être pas être retrouvé pour l'instant, » dit-elle doucement. « Il a passé 20 ans dans la rue, Antoine. Ça change un homme. Il a besoin de temps. »« Mais j'ai besoin de réponses, » murmura Antoine, les yeux embués de larmes. « Je dois savoir pourquoi, ce qui s'est passé, pourquoi il est parti. Ma mère est morte sans jamais comprendre. J'ai grandi sans savoir. Je sais, mon amour, mais tu ne peux pas forcer cette rencontre. Quand il sera prêt, il reviendra. » Antoine savait qu'elle avait raison, mais cette certitude ne calmait pas la douleur. Cette nuit-là, dans l'atelier, il avait vu quelque chose dans les yeux de son père. De la honte, de la culpabilité, mais aussi de l'amour. Un amour qui avait survécu à 2 décennies d'absence et de souffrance. Cette expérience transforma Antoine. Il commença à voir les sans-abri autrement. Ce n'étaient plus des visages anonymes dans la foule. Chacun avait une histoire, une vie passée, peut-être une famille qui les aimait encore. Son père en était la preuve vivante. 3 mois après cette rencontre bouleversante, Antoine prit une décision. Il convoqua ses employés pour une réunion. « Je veux faire quelque chose de différent », déclara-t-il en regardant Thomas, Marc et Sophie. « Je veux lancer un programme ici, à l'atelier, offrir une formation et un emploi à des personnes sans domicile qui cherchent une seconde chance. » Thomas, qui avait 60 ans et connaissait Antoine depuis l'ouverture du garage, sourit. « Je me demandais quand tu allais le proposer. Je suis partant. » Sophie et Marc approuvèrent immédiatement. Dans les mois qui suivirent, le garage Lefebvre se transforma. Le premier recruté fut Daniel, un ancien ingénieur qui avait tout perdu après un divorce difficile et des problèmes d'alcool. Puis vint Robert, ex-mécanicien, tombé dans la rue après une série de mauvaises décisions. Chacun portait ses blessures, mais aussi ses compétences, et une volonté de recommencer. Antoine aménagea un petit espace à l'arrière du garage. Quelques lits superposés, une douche, une cuisine simple. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était digne. Il établit des règles claires. Pas d'alcool ni de drogue, participation obligatoire à des groupes de soutien et travail honnête. En échange, il offrait un salaire équitable, une formation et surtout du respect. Le garage prospéra d'une manière qu'Antoine n'aurait jamais imaginée. Les nouveaux employés travaillaient avec une dévotion née d'une véritable reconnaissance. Daniel, grâce à ses connaissances d'ingénieur, aida à optimiser les processus. Robert se révéla être un excellent diagnosticien en électricité automobile. La réputation du garage grandit, non seulement pour la qualité de son travail, mais aussi pour l'histoire humaine qu'il incarnait. Un jour, un journaliste d'un quotidien local se présenta pour faire un article. Antoine accepta, mais à une condition, que l'histoire mette en lumière les employés. Pas lui. Lorsque le reportage parut, avec des photos de Daniel et Robert souriants, en train de travailler et de reconstruire leur vie, quelque chose d'inattendu se produisit. Une semaine plus tard, un matin pluvieux d'avril, Antoine était en train d'examiner un devis lorsqu'il entendit Sophie courir vers lui. « Antoine, il y a quelqu'un pour toi. »
il leva les yeux, et son cœur manqua un battement. À l'entrée du garage se tenait Jean-Luc Lefebvre. Mais ce n'était plus le même homme débraillé d'il y a quelques mois. Il était rasé de près, propre, vêtu simplement mais proprement. Ses cheveux étaient coupés. Ses yeux, bien que toujours marqués par la tristesse, avaient retrouvé une clarté nouvelle. « Bonjour, mon fils », dit Jean-Luc, la voix tremblante. Antoine traversa l'atelier en quelques secondes. Cette fois, Jean-Luc ne recula pas. Père et fils s'enlacèrent au milieu du garage. 20 années d'absence et de douleur commençant enfin à se dissiper. Daniel, Robert, Thomas, Marc et Sophie s'arrêtèrent de travailler, témoins silencieux de ce moment sacré. « J'ai vu l'article », dit Jean-Luc quand ils se séparèrent. « J'ai vu ce que tu fais ici, l'homme que tu es devenu. Où étais-tu, papa ? Dans un centre de réhabilitation. Après être parti d'ici ce jour-là, quelque chose s'est réveillé en moi. Te voir, voir ce que tu avais construit, la gentillesse que tu as eue envers un inconnu dans la rue. J'ai compris qu'il fallait que j'essaie. Peut-être pas pour la première fois, mais sûrement pour la dernière. J'ai obtenu une place dans un programme municipal. J'y ai passé 3 mois. Thérapie, désintoxication, soins. Ce n'était pas facile. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté plus tôt ? Jean-Luc regarda son fils, les larmes aux yeux. Parce que je devais en être sûr. Je devais savoir que je n'allais pas te décevoir à nouveau. Je ne sais toujours pas si je mérite ton pardon. Mais au moins, maintenant, je peux te regarder sans avoir l'impression d'être une ombre. Antoine posa les mains sur les épaules de son père. Tu as toujours été mon père. Même absent, j'ai passé 20 ans en colère, dans la douleur, mais aussi avec de l'espoir. Et maintenant, tu es là. Ce soir-là, pour la première fois en 20 ans, père et fils dînèrent ensemble. 3 années s'étaient écoulées depuis ce jour pluvieux d'avril. Le garage Lefebvre & Fils n'était plus simplement un atelier mécanique. Il était devenu bien plus, un lieu où l'on réparait des vies autant que des moteurs. Jean-Luc se tenait devant un groupe de 8 jeunes, la plupart issus de parcours difficiles. Certains avaient connu la rue, d'autres étaient des jeunes en situation de précarité, envoyés par des dispositifs municipaux. Il tenait une pièce de moteur dans ses mains et en expliquait le fonctionnement avec la passion de quelqu'un qui avait enfin retrouvé sa place dans le monde. Le système d'injection directe fonctionne comme ça, expliquait-il, ses yeux pétillants derrière ses nouvelles lunettes. La pression doit être juste. Trop élevée, vous cassez tout. Trop faible, le moteur perd en performance. C'est comme la vie. Tout est une question d'équilibre. Antoine l'observait depuis la porte de son bureau, à l'étage qu'ils avaient construit. L'atelier s'était agrandi. 3 garages réunis, 16 employés permanents et un programme de formation reconnu par la mairie. Sur le mur du bureau, une photo de famille. Antoine, Claire, leurs 2 enfants et Jean-Luc. Une famille enfin réunie. Thomas monta lentement les escaliers, ses pas un peu plus lents avec l'âge, mais son sourire toujours aussi franc. Les gars de Delaunay Logistics ont appelé. Ils veulent doubler le contrat. Ils disent qu'on a la meilleure réputation de la ville. « Parfait !» répondit Antoine, le regard toujours posé sur son père en bas. « Et lui ? Comment il va aujourd'hui ? » « Mieux que jamais. Hier soir, il est resté tard pour aider Marcus avec ce projet électrique. Le gamin était à 2 doigts de tout lâcher, mais Jean-Luc s'est assis à côté de lui. Lui a tout expliqué patiemment. Marcus m'a dit qu'il n'avait jamais eu un prof comme ça. Antoine sourit. Depuis 3 ans, il avait vu son père se transformer. Jean-Luc ne s'était pas seulement remis sur pied. Il avait trouvé une mission. En tant que directeur technique et formateur principal, il mettait son savoir au service de ceux qui, comme lui, avaient besoin d'une seconde chance. L'histoire d'Antoine et Jean-Luc s'était propagée. Des journaux, même une chaîne de télévision, avaient raconté l'histoire de ce garage, pas comme les autres. Mais Antoine répétait toujours la même chose.
Ce n'est pas de la charité, c'est de la dignité. C'est offrir une chance, c'est croire que chaque être humain peut se relever. En fin de journée, après le départ des apprentis et de la majorité de l'équipe, Antoine descendit à l'atelier principal. Jean-Luc rangeait les outils avec la même précision maniaque qu'il avait toujours eue. « Papa, je peux te parler ?» Jean-Luc se retourna et sourit. Ce sourire qu'Antoine avait oublié pendant 20 ans et qu'il retrouvait désormais chaque jour. « Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils s'assirent sur 2 tabourets près de l'établi. Dehors, le ciel s'assombrissait. Comme ce soir d'orage, 3 ans auparavant, mais tout était différent maintenant. « Il y a une question que je ne t'ai jamais posée, » dit Antoine. « Ce matin-là, quand tu as diagnostiqué la Mercedes, tu savais que j'étais ton fils, n'est-ce pas ?» Jean-Luc resta silencieux un moment, les mains jointes entre les genoux. « Oui, » répondit-il finalement, à voix basse. « Dès l'instant où tu as traversé la rue pour m'offrir un abri, ça faisait plus d'1 an que j'observais ton garage. Tous les jours, je passais, je te regardais travailler. Je voyais l'homme que tu étais devenu, le père que tu es, le patron respecté. Pourquoi tu n'as rien dit ? Parce que je ne me sentais pas digne. Je t'ai abandonné à 12 ans. J'ai abandonné ta mère. J'étais en dépression, mais je ne le savais pas. Je me suis noyé dans mes addictions et j'ai fui, comme un lâche. 20 ans plus tard, je me retrouve face à toi, sans savoir que tu es mon fils, et tu m'ouvres ta porte, comme à un inconnu dans la rue, sans rien attendre. Tu as montré plus de noblesse que moi en toute une vie. Les larmes coulaient désormais librement sur le visage de Jean-Luc. Et ce matin-là, en te voyant humilié par cet homme, épuisé mais toujours debout, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai pensé, c'est mon fils. Et si je peux faire une seule chose de bien dans cette vie, c'est l'aider. Mais tu es reparti ensuite. Oui, parce que je n'étais pas prêt. Entendre papa de ta bouche, après tant d'années, c'était trop. Je devais me reconstruire. Pas en tant qu'ingénieur, pas en tant qu'homme de la rue, en tant que père, un vrai. Antoine s'essuya les yeux. Après 3 ans, il comprenait enfin tout. Tu sais que tu m'as sauvé ce jour-là, pas juste pour la voiture. Tu m'as montré que la compassion compte, que derrière chaque apparence, il y a une personne. Tout ce qu'on a construit ici vient de ce moment où tu étais dehors, sous la pluie, et que j'ai ouvert la porte. Et toi, tu m'as sauvé aussi, répondit Jean-Luc. Pas juste ce soir-là. Chaque jour, tu me montres que je peux être utile, que je peux être un père, un grand-père. Tu m'as offert ce que je croyais perdu à jamais. Une place. Ils s'enlacèrent. Un de ces rares gestes qui guérissent des décennies en quelques secondes. Plus tard, alors qu'Antoine rentrait chez lui, où Claire et les enfants l'attendaient, il repensa à cette étrange logique de la vie. À quel point un simple geste, ouvrir une porte, peut tout changer. Que les problèmes les plus complexes trouvent parfois leur réponse dans les endroits les plus inattendus. Que ceux qu'on croyait perdus peuvent être retrouvés. Que la honte peut se transformer en rédemption. Le garage Lefebvre & Fils continuerait de grandir. D'autres vies seraient transformées. D'autres personnes recevraient une seconde chance. Et au cœur de tout cela, une vérité simple que cette nuit d'orage avait révélée à Antoine: la vraie réussite ne se mesure pas aux profits ou aux contrats, mais à la capacité de voir l'humain chez l'autre et de tendre la main au bon moment. Car au fond, nous sommes tous simplement des êtres en quête du chemin du retour. Et parfois, tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un pour ouvrir une porte et dire « Entre ». Tu es le bienvenu ici. Tu comptes. Tu as de la valeur. Tu mérites une seconde chance. Et ce message, né dans un petit garage lors d'une nuit d'orage, résonnerait encore longtemps, changeant non seulement des destins individuels, mais toute une communauté. Une communauté qui avait appris que la compassion et la dignité
sont les seuls fondements d'un succès véritable et durable. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous, dites-nous ce que vous avez ressenti. Likez la vidéo pour soutenir notre travail et partagez-la avec quelqu'un qui croit, lui aussi, que chacun mérite une seconde chance. Ensemble, faisons résonner ce message d'espoir et de transformation.